She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, wherever they are. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International dans les studios de TV5 Monde. Nous sommes à la 22e ville sur 24, 22 heures de direct, 22 heures de réussite technique, c'est à souligner, 22 heures difficiles pour nos techniciens, donc c'est important et on les remercie tous. Et donc nous arrivons à Toronto et j'accueille Solange Straume. Bonsoir. Bonsoir François. Et Corinne Anderson-Chaumette, je ne me suis pas trompé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Solange, vous êtes chef d'entreprise à Toronto depuis longtemps, vous avez revendu, voilà, maintenant vous vous occupez de la chambre de commerce. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Dites-nous un peu tout ça. Oui, donc effectivement, ça fait presque 20 ans maintenant que je suis au Canada. J'ai passé à peu près 6-7 ans à travailler pour des laboratoires lyonnais, donc les laboratoires Boron. Et ensuite, j'ai dirigé pendant 10 ans l'Occitane, que j'ai revendu à la maison mère il y a à peu près 3 ans. Et maintenant, je suis en charge de relancer à titre bénévole la Chambre de commerce française à Toronto. On a un vrai besoin de la part des autorités françaises, dirions-nous, d'avoir un appui pour les PME, les PMI dans le Canada anglophone. D'accord. Et l'émission est à point. Justement, ça tombe bien. Corinne, alors vous faites du conseil. Oui, bonsoir. Je travaille depuis 8 ans. J'ai créé mon activité. Je suis franco-américaine. J'aide les PME à se positionner commercialement en Amérique du Nord. Et à comprendre à comprendre la culture. Oui, la culture nord-américaine. Très bien. Et nous avons aussi notre consul général de France à Toronto, Jean-François Casabonne-Mazanov. Vous êtes là, monsieur le consul? Vous m'entendez? Bon, eh bien, vous nous direz quand tout va bien. Alors, le consul va nous rejoindre dans quelques instants, je pense. La République française est déjà là, c'est déjà pas mal. Bien, donc, vous nous expliquiez à l'instant que vous êtes en train de repositionner la Chambre de commerce. Tout simplement parce que vous avez une présence, donc il y a une présence française à Toronto. C'est combien d'entreprises, c'est combien d'adhérents à la Chambre de commerce? Alors au niveau de Toronto, je pense qu'on a à peu près 200 et quelques entreprises. C'est vrai qu'historiquement, la plupart des entreprises se mettaient, à cause de la langue, je pense, et de cette idée de cousinage avec le Québec sur Montréal. Mais de plus en plus, dans les 10-15 dernières années, le pôle économique et financier est devenu Toronto. Et donc beaucoup de Français vont plutôt regarder Toronto comme leur base s'ils veulent se développer sur le Canada en entier. D'où la Chambre de commerce. Nous avons aujourd'hui, on vient de réouvrir au mois d'avril, donc nous avons aujourd'hui 45 compagnies adhérentes qui représentent à peu près une centaine de membres, ce qui est pas mal. C'est pas mal, un bon début. Voilà, c'est un bon début en l'espace de 8 mois, donc c'est pas mal. D'accord. Et alors, Corinne, vous, sur les PME, comment ça se passe? Je suis une PME française. Je fais quoi? Je vous contacte comment? Et quel est l'intérêt de pouvoir travailler avec vous, justement? Bien écoutez, je commence par aider les sociétés à bien se positionner, c'est-à-dire que je fais souvent une étude, enfin je fais principalement une étude de marché et j'essaie de voir avec les dirigeants d'entreprise quelle est la plus-value de leurs produits, comment positionner, etc. Par rapport au marché nord-américain et plus particulièrement canadien. Oui. Très bien. On se retrouve dans quelques instants après la page de publicité.
La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Les filles qui sont derrière qui se prennent pour Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, je vois pas. Très bien. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Alors, justement, on parlait des secteurs d'activité. Quels sont les secteurs d'activité qui semblent importants sur Toronto ? Prioritairement, secteur financier, services financiers, technologie de l'information et de la communication, biotechnologie, aérospatiale, automobile, électronique. Où là, les PME françaises peuvent avoir un intérêt, une opportunité pour développer des choses en apport à ces industries qui existent sur le secteur. Oui. Et aujourd'hui, comment on peut imaginer justement arriver jusqu'au Canada ? Je suis une PME française. Est-ce que je travaille dans les secteurs que vous venez de citer ? Comment je peux arriver jusqu'à Toronto en toute sécurité ? Elle doit déjà se démarquer au niveau du produit ou du service. Le marché est important, très compétitif. La concurrence est féroce. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'était qu'il faut déjà avoir réussi en Europe avant de vouloir attaquer. Absolument, voilà. oui. Il faut être déjà bien implanté. Le produit doit être vraiment connu ici en France ou en Europe, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez envisager de travailler en Amérique du Nord. Il faut une primo-reconnaissance pour pouvoir attaquer le marché. Oui, important, très. Un complément vis-à-vis de la Chambre de commerce, comment vous interprétez un complément de ce discours ? Je pense que Corinne a tout à fait raison. Il faut bien avoir travaillé sa marque avant même de penser à aborder le Canada. Et je dis souvent, il faut aussi qu'il y ait un vrai plan d'expansion globale. Souvent, ils pensent que le Canada, c'est pas un gros pays et qu'ils ont besoin de leurs services, ils ont besoin de leurs produits. Et en fait, ils oublient de faire leur business plan. Et nous, on va souvent en avoir au niveau de la Chambre de commerce. Moi, en particulier, je m'occupe du commerce de détail parce que c'est un peu ma spécialité. Et souvent, ils se disent, je peux commencer tout de suite à développer au Canada alors que j'ai pas beaucoup de notoriété puis j'ai pas vraiment de plan. Nous, on leur conseille plutôt, effectivement, comme Corinne a dit, d'avoir quelque chose qui va les démarquer et pas juste de prendre le Canada. Tiens, ça a l'air d'être stable, le Canada en ce moment, surtout en ce moment. Je vais aller exporter au Canada. Mmh. Et cette notion de Toronto, c'est vraiment la notion de la porte d'entrée sur le monde anglo-saxon de l'Amérique du Nord ? Effectivement, Toronto est devenu, dans les 15 dernières années, la capitale économique et financière. Et c'est vrai que de Toronto, vous pouvez rayonner sur le Canada en entier. Vous pouvez autant aller sur le Québec, Montréal, et partir évidemment dans l'Ouest, qui est en ce moment en croissance exponentielle, Calgary, Vancouver, donc tout ce qui a à voir avec le pétrole. Ensuite, j'ai remarqué dernièrement que beaucoup d'entreprises maintenant, à cause de la crise économique, vont tester leurs produits pour le marché nord-américain par le Canada, et donc en particulier Toronto, puisque Toronto est anglophone. Anglophone, très bien. Quels sont les goûts spécifiques en retail, entre autres ? Quelle est la spécificité du Canada face à nos habitudes plus européennes ? Les Canadiens aiment beaucoup quelque chose qui a eu une histoire. Et donc, pour revenir à l'Occitane, par exemple, ça avait une histoire extraordinaire. Ils aiment bien savoir ce qu'ils achètent. Donc, je dis souvent qu'il y a une spécificité. C'est très drôle, le Canada. Vous avez les Américains, quand c'est français, ça doit être bon, on achète. Les Canadiens, c'est quand c'est français, ça doit être cher. Et donc, puisqu'ils ont un peu cette notion de cherté, il faut vraiment avoir une autre approche. Et quand ça vient avec une histoire, par exemple, le champagne vient de la Champagne, la soie est faite à Lyon, l'Occitane est fait en Provence, vous avez tout de suite une plus-value naturelle. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous veniez avec un produit de qualité. Il ne faut pas penser venir avec quelque chose... Oui, il faut porter les valeurs qui correspondent à l'image de la France. Ce qui devient de plus en plus difficile parce que beaucoup de produits maintenant sont faits en Chine. Et au niveau du Canada, ça passe quand même un peu moins bien. Donc il faut avoir une plus-value, il faut avoir un produit qui a déjà fait ses preuves et il faut avoir une vraie différence par rapport au marché, existant. Très bien. Alors, dans ce sens, on va aller rencontrer Olivier Berger. Donc, Olivier Berger, quels sont les atouts majeurs d'une implantation à Toronto ? Bonjour Paris. Alors, être entrepreneur à Toronto, c'est génial. Toronto, c'est vrai, c'est pas une ville très très connue. Et pourtant, c'est une ville qui grossit de façon phénoménale. 100 000 immigrants qui arrivent chaque année, 200 tours qui se construisent en ce moment. Donc, il y a vraiment une ambiance un peu de Far West, où tout est à construire. Et puis l'autre chose, c'est l'attitude des gens. C'est l'attitude
de toutes les personnes que vous allez rencontrer sont en général très positives. Vous présentez un projet, les gens vont vous dire c'est génial, vont vous donner des idées, etc. C'est vraiment, contrairement à la France, on a un esprit beaucoup plus critique, c'est vraiment un revers complètement différent. L'autre chose, c'est aussi la capacité des gens à prendre des risques sur des projets inconnus, qui est beaucoup plus facile qu'à Paris, par exemple. Et puis la dernière chose, c'est au niveau de leur attitude vis-à-vis de l'échec. L'échec ici n'est pas vu comme quelque chose de négatif, et au contraire est vu comme quelque chose, comme ils appellent un learning path. Donc voilà, Toronto, ville méconnue par les entrepreneurs, mais assez fascinante pour pouvoir commencer une entreprise. Merci Olivier Berger. Alors, vous le connaissez bien. Oui. C'est quelqu'un qui est assez dynamique. Et vous réagissiez directement sur la logique du positivisme qu'il abordait. Il a tout à fait raison. C'est vrai que quand on arrive en France et quand ça fait un moment qu'on a vécu au Canada, on entend souvent les gens critiquer, être négatifs. C'est vrai qu'au Canada, les gens, ils ont moins tendance à critiquer. Bon, est-ce qu'ils le font plus en privé ? Peut-être, comme n'importe qui, mais ils ont plutôt tendance à regarder le positif. L'autre point qu'Olivier a donné, c'est que l'échec, effectivement, ne fait pas peur. Vous allez commencer une entreprise, c'est très facile de commencer une entreprise, on prend le risque, on se casse la figure, ça veut dire qu'au moins on a commencé. Et en fait, ça entraîne le fait qu'on n'a pas du tout peur de commencer quelque chose, parce qu'on n'a pas peur de l'échec du tout. Donc il a tout à fait raison, Olivier, sur ce point-là. Un point à ajouter sur cette vision des choses ? Ils sont très entreprenants, très pragmatiques, et ils se lancent, les dirigeants d'entreprises canadiens se lancent facilement, oui, puis rebondissent. Rebondissent facilement, oui. On est quelque part, enfin on est logiquement dans la culture anglo-saxonne. Oui. On veut tous être comme Steve Jobs. Enfin, il me semble pas qu'il ait beaucoup échoué. Si. Pixar a été son oui, son c'est vrai, grand c'est vrai. échec. Enfin, après avoir une grande réussite. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a une chose particulière que vous conseilleriez, que vous conseillez d'ailleurs à vos clients entreprises, juste avant de partir, les deux choses qu'il faut absolument faire, ou les deux choses qu'il faut absolument faire avant d'imaginer partir? Oh, il y a plusieurs choses. Vous parliez tout à l'heure du business plan, etc. Bon, généralement, quand même, un dirigeant d'entreprise ne part pas à l'aventure, ou du moins, on le stoppe s'il souhaite le faire. Il faut quand même lui conseiller de bien s'entourer, avocat, fiscaliste, que tout soit bien organisé. Ensuite, la langue anglaise est très, très importante. Il faut qu'ils comprennent bien que la culture nord-américaine, ça n'a rien à voir. On arrive sur la notion de culture. Oui. Dans le business et dans le monde des affaires, c'est quoi les grandes différences et ce à quoi il faut faire attention sur la culture business? Oh, il y en a beaucoup. La ponctualité dans les affaires. Je disais tout à l'heure, les dirigeants d'entreprise sont très entreprenants au Canada. Ils vont à l'essentiel, ils sont très pragmatiques, très nord-américains. Oui, Solange, un point particulier. Oui. Vous qui avez eu une belle réussite aussi au Canada, c'est quoi la clé pour ouvrir la réussite au Canada dans le business? J'en sais rien, mais j'allais dire pour rigoler, faites moins de meetings, moins parler, puis être plus dans l'action. Ça, c'est clair, c'est quelque chose que j'ai appris au Canada. C'est vraiment aller au cœur des choses. Les Français, on a beaucoup tendance à bien tout expliquer. Au Canada, il faut vraiment aller directement, get to the point. Mais l'autre chose qui est importante quand on prévoit de partir dans un pays, c'est pas seulement le travail, les avocats, etc. C'est vraiment de comprendre dans quelle ville on va vivre. Et souvent, beaucoup d'entrepreneurs oublient ça. Ils oublient qu'est-ce qui va se passer avec ma famille, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est vraiment ce que je veux. Et souvent, il faut penser que le business va main dans la main avec sa vie personnelle. Et ça, il faut vraiment faire un peu plus de recherche par rapport à ça. Et les gros avantages de Toronto, justement, vis-à-vis de cet aspect des choses?
Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je vis dans une grande maison en centre-ville. Mes enfants peuvent faire plein de sports. On a beaucoup de bouchons à Toronto, mais j'ai la chance de ne pas en avoir parce que je vis au centre-ville à 10 minutes de mon bureau. On est à 2 heures du ski, mais ce ne sont pas les Alpes. C'est une vie qui est quand même très agréable. Et puis, bon, au niveau scolaire pour les enfants, il y a beaucoup moins de pression. L'approche par rapport aux enfants, l'approche par rapport aux employés est complètement différente. C'est beaucoup plus égalitaire, c'est beaucoup plus agréable. Oui, sur la notion de management, vous disiez tout à l'heure, on est plus sur un système d'excellence et de respect entre le manager et le manager. Oui, on est beaucoup plus dans la collaboration. Voilà, on va beaucoup travailler en équipe, ce qui crée aussi quelquefois d'autres petits problèmes. Donc, si on arrive à gérer et notre historique francophone et leur vision d'équipe, ça marche très bien. Très bien. On va justement aller voir Lucius Smedja, avocat à Lex International. Quels sont les avantages au Canada en termes de fiscalité, Lucius? Au Canada, les entreprises bénéficient de 3 avantages fiscaux majeurs. Premièrement, des taux d'imposition corporative relativement cléments. 26,5% pour la plupart des entreprises et 15,5% pour les PME détenues principalement par des Canadiens. Deuxièmement, il y a plusieurs possibilités d'utiliser les holdings canadiens. Par exemple, recevoir les dividendes exemptés d'impôts au Canada lorsqu'ils sont payés par des sociétés filles implantées dans des pays ayant conclu des accords fiscaux avec le Canada. Ou un autre exemple, utiliser les pertes accumulées des sociétés holding pour minimiser l'impôt actuel. Ou par exemple, utiliser les paradis fiscaux canadiens, par exemple la province de l'Alberta, où les taux d'imposition corporative sont encore moins élevés. Le troisième avantage est très important, c'est qu'au Canada, il n'y a pas d'impôt ni sur la fortune, ni sur le capital. Merci Lucius. Simplement, je vais remercier Corinne Anderson-Chaumette d'avoir participé à la première partie de l'émission. Et j'accueille maintenant David Schalk. Donc, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes avocat associé au cabinet BCF. Alors, racontez-nous un peu. Comme mes clients, parce que je pratique dans le département d'immigration d'affaires, je suis arrivé immigrant au Canada avec ma famille il y a maintenant un bon moment et j'évolue avec plaisir dans le monde et des affaires et de l'immigration. Très bien. Et quels sont, alors, pour rebondir sur ce que disait Lucius, alors je vous voyais réagir en direct pendant son intervention sur la partie, sur un certain nombre d'aspects fiscaux qui vous faisaient réagir. Parce que je suis un petit entrepreneur, donc, et puis je suis mariée avec un Canadien. Donc ces histoires de paradis fiscaux, c'est moins une habitude canadienne de faire ça. On a tendance à payer nos impôts par province. Par contre, on a des bons comptables qui s'arrangent pour qu'on puisse... Bien s'organiser. Voilà, bien s'organiser. C'est une notion d'organisation. Effectivement. Mais c'est vrai qu'au niveau des entreprises, on est définitivement moins imposé qu'en France. Par contre, on est imposé d'une façon différente. Oui, on est imposé sur nos maisons, on est imposé au niveau des salaires, etc. Donc, c'est une organisation différente. Oui, c'est une organisation différente, voilà. C'est une organisation différente, mais globalement, selon plusieurs études réalisées par KPMG et d'autres firmes de comptables à l'international, on est quand même, en termes du niveau d'imposition des sociétés, parmi les plus bas à l'échelle du monde. Je pense qu'on a été classé dernièrement 2e au monde parmi les grands pays. Qui fait que pour les entreprises, c'est méconnu parce qu'au niveau personnel, on est quand même plus imposé que nos voisins américains, par exemple. Mais pour un employeur ou une entreprise qui s'établit en Ontario, au Canada, c'est très intéressant. Et c'est particulièrement intéressant dans les secteurs jugés porteurs par le gouvernement, dans ceux qui ont été évoqués tantôt. Il y a toujours, dans la logique canadienne, une logique par secteur d'activité qui se met en place. On le reverra sur l'immigration aussi tout à l'heure. Très bien. Une petite page de publicité et on se retrouve dans quelques instants.
Ne confiez pas l'encaissement de vos impayés à n'importe qui. France Créance est là pour votre recouvrement amiable et judiciaire en France et à l'international. Donc David, oui, juste avant cette petite page de pub, de retour sur le plateau, nous parlions justement des spécificités un peu par grande thématique et la notion justement d'immigration, de visa, comment ça se passe, expliquez-nous, essayons de clarifier un peu les choses rapidement. Mais de façon globale, le Canada ainsi que l'Ontario veulent attirer des entrepreneurs davantage à l'avenir et veulent aussi attirer les gens qui ont des idées à amener ainsi que de l'argent. C'est pas juste une question maintenant d'investissement. On veut aussi inciter des gens qui ont des innovations à apporter à venir s'établir au Canada. Il y a un nouveau programme qui est encore à l'étape de l'élaboration au fédéral, justement, qui va permettre aux entrepreneurs qui arrivent à attirer un financement au Canada à obtenir la résidence permanente au Canada, et ce, relativement rapidement. On parle d'un délai inférieur à une année. C'est nouveau. Ça n'a pas été le cas par le passé. On a eu des délais bien plus longs que ça. Oui, mais ça, c'est une priorité pour le gouvernement actuel de réduire les délais dans le système de l'immigration. Il y a aussi un système pour les travailleurs autonomes dans le domaine des domaines culturels et de l'agriculture, ceux qui ont déjà une expérience acquise à l'étranger dans le domaine de la culture et du sport à l'international peuvent venir et aussi relativement rapidement obtenir la résidence permanente. Et aussi, nous avons beaucoup la possibilité de faire venir des gens à titre de travailleurs temporaires qui peuvent de plus en plus devenir, encore une fois, relativement facilement et rapidement, des résidents permanents. Oui, c'est une façon d'entrer de manière permanente en rentrant dans une démarche temporaire. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Solange, on fait rentrer qui on veut à condition d'avoir un bon avocat, vous avez dit tout à l'heure. Oui, effectivement, moi j'ai peut-être... dans le commerce de détail, c'est quand même pas évident de faire rentrer les gens, et je dirais qu'il y a 15 ans, c'était beaucoup plus difficile parce qu'il fallait montrer patte blanche et il fallait justifier que notre travailleur ne prenait pas l'emploi d'un Canadien. Donc effectivement, le jour où j'ai découvert que je pouvais obtenir mes visas par un bon avocat de l'immigration, c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant, par contre, David a tout à fait raison, c'est beaucoup plus ouvert parce qu'on a eu beaucoup de problèmes d'emploi et de main-d'œuvre, en fait, au Canada. Et justement, ils sont sur un nouveau projet de loi pour même changer l'approche de l'immigration, c'est-à-dire que ça sera l'employeur qui pourra décider de qui fait rentrer et non pas l'inverse. Et même par rapport à la France, par exemple, on a eu le nouveau système des PVT qui a fait que beaucoup plus de jeunes Français ont pu venir travailler sur Toronto et le reste du Canada. Très bien. Alors, je crois que notre consul général de France à Toronto est de nouveau en ligne. Bonsoir, monsieur le consul. Oui, bonsoir, bonjour ici. Ah, très bien, je vous entends, c'est parfait. Très bien, oui, donc déjà, on va essayer de faire un cumul. Je ne sais pas si vous avez pu nous suivre, mais sur la partie présence française, vous aviez des choses à nous dire. Oui, simplement, l'idée la plus importante, c'est que cette présence augmente. Elle augmente fortement. Je crois que Solange parlait récemment des programmes vacances-travail, mais toutes les catégories de Français augmentent. On a 10 000 Français immatriculés sur l'Ontario, ce qui fait à peu près, il faut compter 5 000 de plus, 50% de plus, qui ne sont pas identifiés, qui ne se sont pas fait connaître. Et c'est une population qui a augmenté de plus de 10% en 5 ans. D'accord. Très bien. Donc, c'est une ville sur laquelle de nombreux Français, une vraie communauté française importante sur place. Oui, et je dirais qu'il y a toutes les sortes de Français, toutes les catégories qu'on peut imaginer, des chefs d'entreprise, des gens qui sont des expatriés de courte durée, mais également des gens qui sont des jeunes, donc qui viennent ici pour une première expérience professionnelle en anglais. Et puis des gens qui sont installés ici depuis 20, 30 ans, 40 ans. Moi, je fais depuis 4 mois que je suis en fonction, au moins une vingtaine
remis une vingtaine de certificats de nationalité à des Canadiens ou des Canadiennes qui ont épousé des Français. Donc il y a toutes les histoires qui existent ici. Et encore une fois, avec une croissance du nombre de Français qui envisagent de venir avoir une expérience ou bien même s'installer définitivement. Merci, monsieur le consul. Une petite page de publicité et nous nous retrouvons dans quelques instants. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international, et nous sommes à Toronto. Alors, nous parlions tout de suite avec monsieur le consul, justement, de la présence et de l'augmentation de la présence française à Toronto. Et est-ce qu'il y a un rapport entre l'augmentation de cette présence et cette crise qui touche pas seulement la France, mais qui touche plus largement le monde? Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux sujets? Écoutez, moi personnellement, c'est deux genres de clientèle complètement différentes, ceux qui viennent à cause de la crise. Et je vais vous dire qu'en fait, on a plus vu venir des Irlandais par rapport à la crise que des Français. Ce que moi, j'ai vu dans les 10 dernières années, c'est une recrudescence surtout de jeunes très diplômés qui veulent une expérience nord-américaine et ils choisissent le Canada parce que c'est un pays où il fait bon vivre, c'est pas l'Amérique, il y a moins ce stress nord-américain. Donc je dirais qu'a priori, non, c'est plus une envie de partir et de découvrir l'Amérique du Nord, mais de s'installer à Toronto au lieu des États-Unis. Au lieu des États-Unis, un commentaire sur l'immigration et sur la même question. Mais ce ne sont pas uniquement les Français qui y vont de plus en plus. Il y a 43% de l'immigration globale au Canada qui s'installe à Toronto, qui fait presque 100 000 personnes par année qui arrivent. Presque 50% des gens qui vivent à Toronto sont nés en dehors du Canada. Donc, si vous rentrez dans le métro à Toronto, c'est presque comme rentrer dans l'Assemblée générale des Nations Unies. Tout le monde est là. D'accord, oui, c'est très cosmopolite. Nous allons maintenant aller voir Benjamin Broom. Importer ses effets personnels au Canada, est-ce simple? Y a-t-il des particularités? L'importation des effets personnels au Canada est relativement simple. Il y a plusieurs choses à noter. Le client doit disposer de son visa ou de son permis de travail. Il doit également récupérer un formulaire B4 à l'aéroport à son arrivée, pour ensuite présenter à la douane. Et il doit se rendre lui-même à la douane pour le dédouanement de son déménagement. L'importation des boissons alcoolisées est soumise à la taxation. Il faut compter environ 7 à 10 dollars canadiens par bouteille. Et il y a aussi un régime particulier pour les effets d'une valeur de plus de 10 000 dollars canadiens, aussi pour les œuvres d'art. Il faudra savoir également que l'importation d'un véhicule au Canada est très difficile parce que le véhicule doit être conforme aux normes américaines et doit disposer d'un certificat de conformité émis par le constructeur, ce qui est quasiment impossible d'avoir si le véhicule n'était pas fabriqué pour le marché américain à la base. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, David, pour reprendre un peu toute cette notion d'immigration, d'arrivée sur place, d'implantation et tout ce qui est aspect, je dirais, juridique, une vision globale et un peu un résumé de tout ce qu'on a dit.
Ou un dernier conseil? Il y a beaucoup de mobilité qui est possible pour les étrangers, aux possibilités de travailler au Canada. Pour les entreprises aussi, c'est un atout, la possibilité d'attirer les gens qualifiés pour travailler au Canada. Toronto a été classé parmi les villes les plus vivables au monde et les gens aiment généralement s'installer à Toronto. Les employeurs, comme on a mentionné tantôt, ont de plus en plus de latitude pour amener rapidement la main-d'œuvre dont ils ont besoin. On a maintenant un système, par exemple, de... Ça, c'est une vraie nouveauté vis-à-vis du Canada. C'est vraiment cette année. C'est vraiment très nouveau, parce que ça n'a jamais été le cas. Enfin, c'était peu le cas. Pour les employeurs qui ont besoin de ce qu'on appelle des avis relatifs au marché de travail pour faire venir leur main-d'œuvre et qui en ont déjà fait au moins 2 récemment, là, il est possible en Ontario d'obtenir la permission pour un travailleur de venir de la France en 10 jours ou moins, et souvent moins. Ça, c'est une vraie nouveauté, et plus particulièrement à Toronto, tant qu'à faire. Alors, justement, une fois qu'on est parti de la France, on va aller voir Sandrine Bionda, qui voulait intervenir sur la gestion de son patrimoine immobilier en France quand on arrive au Canada. Toronto est une destination privilégiée pour les Français qui partent en expatriation, qu'ils soient étudiants, entrepreneurs ou envoyés par leur propre société. Une question qu'ils doivent se poser, c'est la question, selon la durée de l'expatriation qu'ils auront choisi, de garder ou non leur patrimoine immobilier. Là encore, nous, The Bank for Expat, on pourra les aider à constituer ou non ce patrimoine immobilier en France ou à Toronto ou sur les 2 pays, en fonction de leur situation fiscale, territoriale et patrimoniale. Avec l'expérience que nous avons auprès des expatriés depuis près de 20 ans, et surtout sur les 10 dernières années, on se rend compte qu'une expatriation, en général, n'est pas définitive, elle est plutôt évolutive, et qu'il n'est pas nécessaire de se séparer d'un bien immobilier en France, si on part au Canada ou ailleurs. Merci beaucoup Sandrine. Et justement, monsieur le consul, comme vous n'avez pas pu vraiment intervenir sur l'ensemble des sujets, j'aurais une question à vous poser. Comment vous voyez-vous justement les relations franco-canadiennes et plutôt avec Toronto pour l'installation de nouveaux chefs d'entreprise français potentiels qui pourraient avoir envie de venir ? Peut-être une précision, j'ai l'impression qu'on a parlé de manière un peu indifférenciée d'entrepreneurs et puis de gens qui viennent travailler en général. L'essentiel des Français qui viennent à Toronto, à ma connaissance, sont dans un cadre salarié. Les entrepreneurs existent et sont importants, mais c'est une minorité malgré tout. Ensuite, salariés dans tous les types d'emplois, c'est important de le souligner. Et je réponds à votre question, l'Ontario a une politique dynamique en matière d'encouragement de l'immigration et notamment d'immigration francophone, avec des objectifs qui visent à augmenter la proportion de francophones en Ontario via l'immigration. Donc, vous comprenez que le contexte est favorable pour nous. Ça suffit pas. Il faut toujours avoir un projet important, un projet pensé, réfléchi. Mais le contexte des relations entre nos pays, entre Toronto et la France en particulier, on fêtera en 2015 le 4e centenaire de la présence française, de l'arrivée française en Ontario. Donc le contexte est favorable et on y travaille avec Solange Strom en particulier pour qu'il continue d'être favorable. Donc c'est une vraie opportunité. Merci monsieur le consul de vos interventions. Alors, monsieur le consul avait raison de ramener le focus sur les salariés et les expatriés. Alors, comme il s'est occupé des expatriés, on va maintenant reprendre et pour bien être clair vis-à-vis des chefs d'entreprise et en tant que chambre de commerce, j'ai fait très attention. En tant que chambre de commerce, vous, quels sont les appels que vous pourriez faire et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble important ? Pour nous, on est vraiment la Chambre de commerce française à Toronto et vraiment le relais pour les Français travailleurs qui arrivent à Toronto. Vous avez différents types de personnes qui vont venir, mais la plupart, soit ils veulent monter une entreprise et donc nous, on a les relais dont ils ont besoin, par exemple l'avocat de l'immigration, le fiscaliste, on a les personnes qui sont canadiennes, mais qui peuvent les aider parce qu'un Français qui arrive, souvent il va se dire comment est-ce que je monte ma boîte, qu'est-ce qu'il me faut, etc. Donc nous, on a tous ces relais-là
à la Chambre de commerce, parce qu'il faut quand même savoir que la moitié des membres à la Chambre de commerce sont des Canadiens. Sont donc tous ces postes d'importance et de services dont ont besoin les Français. Ensuite, on a des services qu'on peut offrir à la Chambre, comme relais, par exemple, pour une nouvelle entreprise. On va faire de la domiciliation de VIE, par exemple. Donc, s'ils ne veulent pas s'établir tout de suite parce qu'ils ne connaissent pas très bien le marché, on va pouvoir domicilier. Les aider sur le VIE. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci David Schalk. Merci Solange. Merci François. Eh bien, nous avons cette 22e ville des 24 heures chrono de l'International, 7e saison, se clôture. Et bien, rendez-vous pour ma part l'année prochaine. Mais entre-temps, vous aurez Miami avec les USA et Sandrine Chauvet, bien évidemment, qui nous animera ça à merveille. À tout à l'heure.